J'ai le plaisir de modérer cette session avec trois chers amis et on va commencer à parler de la vicissitude de la transition. J'essaye de me réveiller et de vous faire réveiller après le déjeuner, mais c'est une tâche assez difficile. De la transition démocratique entre régime autoritaire et ingérence extérieure. En tant que premier intervenant, on va avoir Muriel Hasseborg, du SVP à Berlin, qui va nous parler des politiques européennes face au printemps arabe, entre discours et pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Muriel, à toi la parole. Merci Salam. Je m'excuse, je vais parler en anglais. I'm very, very happy and honored to be able to speak here. I would like. Je suis très heureuse et j'ai l'honneur d'être présente parmi vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée et je te remercie, Salam, plus spécifiquement pour cette invitation. Je suis désolée de prendre la parole en anglais, mais j'espère que vous pourrez suivre la traduction vers le français. Je vais essayer de vous faire part d'un petit résumé pour vous dire pourquoi l'Europe a l'attitude qu'elle a concernant ces soulèvements populaires dans le monde arabe. Les représentants des institutions, des gouvernements, les médias sociaux, l'ensemble de ces entités ont accueilli favorablement ce qui a été qualifié de printemps arabe. Ces printemps arabes ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Nous prenons à titre d'exemple le ministre des Affaires étrangères allemand qui s'est rendu à la place Tahrir pour se joindre aux manifestants et à la foule. L'idée pour l'Europe était de pouvoir contribuer à une stabilisation sur le long terme dans la région en soutenant les mouvements de libéralisation économique et sociale. Mais lorsque nous regardons en arrière, une décennie après les premiers printemps arabes, nous voyons que les Européens ont échoué à avoir un impact sur ce qui se passe dans la région. Ils n'ont pas pu laisser une marque, une empreinte sur quoi que ce soit. Les Européens étaient des entités qui réceptionnaient ce qui se passait dans la région. Et l'on se contentait de suivre les développements ayant lieu dans la région. Donc les Européens n'ont pas pu avoir un impact et n'ont pas pu paver la voie ou forger la voie qui a été empruntée par les pays de la région. Je voudrais, dans mon intervention, essayer d'aborder les raisons à l'origine de ce qui se passe actuellement. Je voudrais commencer par cet enthousiasme auquel nous avions assisté en 2011. Pourquoi est-ce que les Européens étaient enthousiastes quant à ce qui se passait au niveau des printemps arabes en 2011 ? En Europe, nous considérions que ce qui se passait dans la région était en fait inspiré de nos valeurs européennes. Donc, il ne s'agissait pas là de valeurs universelles, on considérait qu'il s'agissait là de valeurs européennes qui étaient une source d'inspiration pour les pays arabes. Et nous aimions l'idée. Et on se disait, ces pays arabes sont tout comme nous. Et ces pays arabes ne sont pas comme nous les voyons ou tels que décrits dans les médias. Ils nous ressemblent, ils sont comme nous. Nos attentes dans les pays européens était que ces printemps arabes allaient aboutir à une transition démocratique, comme nous l'avions vu, par exemple, en Europe de l'Est. Et d'ailleurs, tout au long de ce séminaire, nous avons entendu bon nombre d'exemples quant à la période que nous avons connue après la chute du mur de Berlin. Je pense que
il y a certains responsables d'importance dans l'Union européenne et dans les pays européens se sont dit ben voilà l'occasion qui se présente pour rectifier les erreurs qui avaient été commises de par le passé. Dans Stefan Füller, le commissaire en charge de l'élargissement dans le cadre de la politique de voisinage, avait déclaré qu'il ne fallait plus continuer à coopérer avec des régimes autoritaires, mais qu'il fallait plutôt s'engager pour renforcer la stabilisation de la région, la stabilité de la région, et ce par le biais de réformes, par le biais de systèmes politiques plus participatifs. Et les Européens ont décidé d'adopter l'approche basée sur les 3 M. M pour money, pour l'argent, more market access, plus d'accès aux produits du marché et plus de mobilité, more mobility, plus de mobilité. Donc, la politique des 3 M a été adoptée à ce moment-là. Parallèlement à cette approche européenne, il y a eu d'autres approches qui ont été adoptées et en parallèle par les pays membres de l'Union européenne. Quand nous regardons un peu en arrière, nous sommes surpris de voir que l'Union européenne et ses pays membres avaient un certain impact sur certains printemps arabes, mais l'impact n'était pas partout positif et les élites locales n'étaient pas toujours prêtes à s'engager dans des politiques inclusives, participatives. En Tunisie, c'était le pays où il était possible d'avoir un impact. C'est dans ce pays-là que les Européens ont supervisé les élections, ils ont mené des initiatives pour renforcer les capacités et autres initiatives ont été mises en place dans le pays. Elles ont donné leurs fruits en Tunisie, mais ce ne fut pas le cas pour les autres pays. Donc, il était désormais clair que les instruments que les Européens possédaient se basaient sur des politiques bureaucratiques. Et ces instruments, ces outils pouvaient marcher dans certains contextes, mais pas dans d'autres contextes. Ces outils marchent bien dans des contextes où vous avez un processus de transformation dans un État centralisé, là où vous avez une élite politique qui veut aller de l'avant en matière de transformation, lorsque vous avez une société civile efficace. Mais ces instruments ne marchent pas lorsque vous avez des luttes de pouvoir, lorsqu'il y a des situations chaotiques ou qui peuvent s'escalader rapidement. Donc, c'est le cas dans la plupart des situations auxquelles nous sommes confrontés dans les pays arabes qui ont connu les printemps arabes. Donc, ces instruments n'ont pas donné leurs résultats. En Tunisie, la Tunisie s'est rapidement développée en un pays modèle de transformation, comme ce fut le cas pour ce pays-là sous le mandat de Ben Ali. Et même lorsque nous regardons ce qui s'est passé en Tunisie, nous remarquons que c'est un pays où les Européens ont eu le plus d'impact. Mais il est difficile de trouver des preuves quant à l'impact ou les résultats que l'intervention européenne en Tunisie a pu donner. En d'autres termes, nous ne pouvons pas trouver des preuves quant aux résultats positifs de cette interférence ou de cette intervention européenne. L'Union européenne a envoyé des signaux qui, malheureusement, ne sont pas toujours clairs et qui prêtent à confusion. Les printemps arabes ont été le moment où des peuples arabes se sont soulevés pour
appelé à des changements et des transformations. Et l'élite ou les Européens voulaient une transition vers la démocratie et voulaient qu'il y ait des motifs d'encouragement incitant, donc des mesures incitatives incitant à se diriger vers la démocratie. Donc, ce sont les idées que les Européens ont élaborées, donner plus plus on s'engage dans les processus de libéralisation, de privatisation, plus ils auraient davantage de la part de l'Europe et vice-versa. Donc, il s'agissait de donner plus d'incitation plus on s'engageait vers la démocratie. Or, ceci n'a pas marché. À cause de la crise financière qu'a connue l'Europe, il n'était plus possible d'accorder ces incitations et ce soutien financier. Et je peux vous donner un exemple en la matière. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur ce qui s'est passé durant la période critique de transition égyptienne, l'Union européenne s'était engagée entre 2011 et 2014 d'accorder 500 millions d'euros pour soutenir l'Égypte, alors que les pays arabes du Golfe, dans la même période, ont assuré plus de 20 milliards de dollars à l'Égypte. Donc, il était clair que les sommes européennes ne pouvaient pas inciter véritablement ou ne pouvaient pas véritablement être à la hauteur du soutien arabe, en tout cas en termes de soutien financier. Il y avait d'autres mesures incitatives non financières qui avaient été avancées par les Européens. Mais là aussi, il y a eu un souci, un problème, parce que les pays européens n'étaient pas prêts à assurer ce qu'ils s'étaient engagés d'assurer, à savoir un accès plus élargi au marché européen. Et il n'y avait pas de volonté à accepter une mobilité régulière en termes de migration des pays de la région en direction de l'Europe. Donc, il n'y avait pas vraiment de mesures incitatives, au vrai sens du terme, qui ont été avancées par les Européens. Et le plus important encore, c'est de dire qu'il n'y avait pas de soutien suffisant aux réformes. Il y avait même un retrait, le soutien a été retiré du moment que les États ne remplissaient pas les critères préétablis en matière de réforme. Donc, il est devenu très vite clair que les États européens voulaient au départ mettre en place des mesures incitatives ou des mesures de désencouragement, mais les pays européens le faisaient en se basant sur leurs propres priorités au lieu de prendre en compte les préférences des sociétés de ces régions concernées ou de ces pays concernés. J'ai parlé à certains d'entre vous de ce rêve que l'on caresse dans certains des pays, à savoir obtenir un soutien financier. À Bruxelles, nous avons remarqué que les Européens avaient également un autre point de faiblesse, à savoir des lacunes en matière de gestion ou de management. Cette faiblesse en matière de gestion est due au fait que les États membres de l'Union européenne décident en fonction de leurs propres priorités pour ce qui a trait de leurs relations avec les acteurs de la région, au lieu d'unir les efforts et les ressources afin d'agir et d'avoir un impact sur les crises et les conflits de la région. Les instruments à la disposition des Européens dans ce domaine ne leur ont pas permis de jouer ou d'assumer un rôle central et de mitiger les conséquences des conflits que la région a connus, et notamment dans les pays que sont le Yémen, l'Égypte, la Syrie.
Bruxelles a mené des tentatives de médiation qui n'ont pas réussi, qui ont été vouées à l'échec, à l'exception de la Tunisie où les Européens ont contribué au succès des négociations qui ont abouti à un compromis. Mais il s'agit de savoir si c'était véritablement les Européens qui ont permis d'aboutir à ce compromis ou si c'était plutôt les acteurs locaux qui, grâce à leur engagement, ont pu réaliser ou aboutir à ce compromis. Je pense que l'Algérie ou d'autres pays peuvent également avoir joué un rôle décisif dans l'atteinte de ce compromis. Les capacités des Européens à contribuer à la gestion des conflits de la région ont été sapées par bon nombre de facteurs. Parmi ces facteurs, les interventions militaires de certains États membres de l'Union européenne. Ces derniers n'ont pas essayé en fait de trouver des solutions, mais ont laissé le conflit s'aggraver et donc les tensions se sont escaladées. Preuve en est ce qui s'est passé en Libye et en Syrie. Les interventions militaires étaient basées sur les intérêts géostratégiques des États membres au lieu de se baser sur le paradigme, celui de la résolution de conflits. Nous avons vu des programmes d'entraînement militaire et d'équipement militaire préparés par des États européens est destiné à des acteurs non violents, comme par exemple les forces modernes rebelles syriennes, les Peshmerga, les forces des Peshmerga, entre autres. Aucun de ces programmes d'entraînement et d'équipement militaire n'a donné lieu à une réforme sécuritaire au vrai sens du terme, permettant d'avoir un contrôle civil des secteurs sensibles et par ailleurs, les États membres européens et l'Union européenne se sont engagés dans le cadre d'une coopération pour la lutte contre le terrorisme avec les pays de la région, sachant que de larges segments de la population étaient considérés comme étant des terroristes. Donc nous ne nous sommes mis d'accord sur la définition de terrorisme qu'après que ces pays se soient engagés aux côtés de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui a changé depuis les 5 dernières années? Les Européens ont réalisé qu'il manquait d'influence sur ces dynamiques qui voient le jour actuellement dans le voisinage sud. Les Européens ont réalisé ceci, l'ont accepté et l'ont inclus dans des documents de politique. Nous avons vu des adaptations, des mises en place dans les documents concernant les politiques européennes. Les Européens se sont engagés à revoir leur politique de voisinage en 2015 et leur stratégie globale également a été revue en juin 2016 et les Européens ont reconnu les limites des objectifs qu'ils ciblaient jusqu'à présent. Ils voulaient réaliser de véritables transformations, donc ils sont revenus un peu sur ces objectifs trop ambitieux. Et aujourd'hui, les Européens ont compris qu'ils n'ont aucun pouvoir de transformation dans la région. Alors, ils ont introduit une nouvelle notion, celle de la résilience. La résilience, c'est un terme clé qui ne régit pas uniquement les politiques européennes vis-à-vis de la région, mais ce terme clé régit également les politiques européennes pour ce qui a trait à préserver
et protéger les intérêts européens, même à l'extérieur de l'Europe. Le problème, c'est que cette notion de résilience est tellement vague, tellement floue, et elle est utilisée, ce terme est utilisé de manière différentes et variées par les Européens selon l'utilité de ce terme. Donc nous remarquons que dans les politiques européennes récentes, nous avons assisté à une utilisation massive de ce terme de résilience. L'on parle de la nécessité de renforcer les capacités d'autres pays ou des pays de la région en matière ou dans les domaines militaires. Et on parle désormais d'arrêter la coopération avec certains. En 2011, nous savions que les origines des soulèvements populaires dans le monde arabe étaient dues à ces régimes autoritaires et despotiques. Et aujourd'hui, l'on nous parle de nouveau de coopération. Donc, lorsque nous jetons un coup d'œil sur la vision qu'ont les Européens des soulèvements qui ont lieu au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban, nous voyons que ce point de vue apparaît et est reflété de manière flagrante et évidente. Pour ce qui est du soulèvement populaire libanais, un responsable européen a dit, il a écrit, et moi je traduis ce qu'il avait écrit, il a dit, nous espérons que cette démission du Premier ministre ne va pas aboutir à une escalade ou encore plus de chaos. Ce que nous ne voulons pas, c'est avoir un vide. Et c'est ce qui est annoncé au vu de la situation actuelle. Donc, ceci résume la position européenne actuelle. Merci. Je crois que cette déclaration est presque similaire. Elle a été donnée par plusieurs ministres européens des Affaires étrangères et c'était très décevant, mais ça montre très bien l'esprit de l'establishment européen de voir les changements actuels dans les pays, et notamment le Liban, et la peur du vide constitutionnel ou vide étatique, ça revient toujours dans les discours. Et M. Le Drian, il a exprimé les mêmes regrets et inquiétudes. Maintenant, on va avoir une intervention de M. Abdel Fattah Madi, qui est chercheur au Centre arabe de Doha, qui va nous parler comment les forces démocratiques conjuguent-elles avec le pouvoir militaire en période de transition, le cas égyptien à la lumière des précédentes expériences européennes et internationales. شكرا جزيلا دكتور سلام. أنا سأتحدث اليوم عن كيف تتعامل القوى الديمقراطية مع الحكم العسكري في المراحل الانتقالية الحالة المصرية في ضوء التجارب السابقة. الحقيقة الموضوع الذي كتبت فيه هو جزء من كتاب أعمل فيه وقربت égyptienne et ce que j'ai écrit fait partie d'un livre dans lequel je réponds à deux questions. Comment les militaires sortent-ils du pouvoir et comment traiter avec leur pouvoir longtemps après leur sortie. Et j'ai regardé des expériences en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et peut-être que dans la dernière partie de mon intervention, je vais parler du monde arabe et de l'Égypte. Moi, je vais parler des expériences réussies parce qu'en réalité, les expériences qui ont échoué sont plus nombreuses que celles qui ont réussi. Se débarrasser de l'autorité militaire, d'un régime militaire, d'une autorité militaire directe ou indirecte est très difficile parce que parfois le parti au pouvoir est civil, mais le vrai pouvoir est entre les mains des militaires. Et moi, je vais avancer des conclusions qui ont figuré dans des études ou qui sont le résultat d'études sur le terrain.
Aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, je vais vous parler de 4 conclusions très importantes. Ensuite, je vais aborder la question égyptienne. Le premier point que nous constatons est le suivant. Quand il y a un changement d'un régime militaire vers un régime civil, la voie pacifique est celle qui réussit le mieux et non pas la violence et la lutte armée. Parce qu'en réalité, tout changement politique peut engendrer une violence, mais pour que ça réussisse, vaut mieux ne pas passer par cette violence. Si on essaie d'utiliser les armes pour déloger les militaires, on finit par avoir une guerre civile. Donc, la voie pacifique est la meilleure. Et il faut toujours essayer d'attirer des membres de l'appareil militaire pour se ranger aux côtés des civils, pour les aider dans leur aspiration à transformer le pouvoir. Et les pays qui sont démocratiques actuellement, attribuent des rôles très importants à leurs armées et l'on assiste à une intervention des armées, par exemple, comme en Bolivie et ailleurs. Donc, il ne faut pas... normalement, dans ces exemples-là, il n'y a pas de concessions qui sont faites dans le cadre constitutionnel aux forces armées. Et nous pouvons, par exemple, comparer ce qui s'est passé au Brésil et au Chili par rapport à ce qui s'est passé en Espagne et Portugal et comment les événements ont évolué. Il y a les partis et les partis ne sont pas tous démocratiques, mais il faut qu'il y ait des alliances pour pouvoir gouverner entre au moins deux partis. Il faut qu'il y ait une entente, un consensus autour de la démocratie. Si le consensus n'est pas là, la situation devient difficile avec les militaires. Surtout si on veut proposer la démocratie pour remplacer le pouvoir militaire. Il y a un autre aspect qui est représenté par des réformistes au sein de l'appareil militaire. On a assisté à cela dans certains cas et il y a des cas où le rassemblement des civils a obligé les militaires à négocier. Quand il y a une mobilisation populaire très importante, qu'on peut appeler parfois contestation ou révolution, au Venezuela, toutes les contestations sont appelées, par exemple, des révolutions. Dans d'autres pays, on parle de secousses, de soulèvements. Donc, s'il y a des réformistes au sein de l'appareil militaire, la situation peut évoluer, ou bien il faut qu'on accule les militaires à travers les contestations et les mouvements civils à réformer, à négocier. En
général, quand il y a un soutien extérieur, le changement réussit et on connaît toujours le rôle des États-Unis en Amérique latine. Au départ, les Américains soutenaient les dictateurs et par la suite, il y a eu un changement dans cette stratégie américaine. Et ce qui a poussé les États-Unis à changer leur position, c'est la chute du bloc soviétique. Là, les États-Unis ont accepté de remplacer les régimes militaires dictatoriaux par d'autres régimes démocratiques et on a vu l'apparition de partis qui ne s'opposaient pas aux politiques américaines. Donc, quand les puissances étrangères ont arrêté en Amérique latine de soutenir les dictateurs, donc ces régimes sont tombés et il y a eu l'avènement des démocraties, mais la situation n'est pas la même dans tous les pays. Pour en venir à la situation égyptienne. Le cas égyptien ne fait pas partie du livre, mais j'en parle à l'occasion de ce colloque. Avant la République en Égypte, à l'époque de Mohamed Ali, les forces armées ont joué un rôle très important depuis bien longtemps et sous Mohamed Ali, les militaires avaient un rôle très expansionniste. Et en 2003, on a complètement dissous l'armée égyptienne, mais il y a eu des périodes où les militaires ont joué un rôle très important dans la politique égyptienne, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale et avec l'apparition des jeunes États arabes. Moi, je m'intéresse beaucoup à la réalité historique des pays qui expliquent leur apparition. Donc, ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale est à l'origine de l'émergence de ces États et parmi les conséquences de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la possibilité donnée aux forces armées d'intervenir dans la vie politique. Et dès le départ, les élites soutenaient les forces militaires. Nous avons parlé ce matin de l'héritage colonialiste et de son impact sur le rôle des armées dans nos pays. Donc, après 1952, en Égypte, la démocratie était une question soulevée sous les rois d'Égypte de 1919 et jusqu'en 1952, il y avait un parlement, mais en 1952, l'armée a renversé la royauté et le régime parlementaire. Et là, il y a eu un conflit concernant la démocratie, ce à quoi nous avons assisté en 2013 quand les frères musulmans se sont entendus avec les militaires pour frapper les civils et la contestation. Ils ont payé le prix par la suite quand ils ont été renversés à leur tour. Donc, une alliance entre une entité civile et l'armée, une force armée pour écarter un autre
d'autres groupements civils ne mènent pas à la démocratie. Donc il y a toujours eu des conflits. Donc en 1952, il y avait un conflit entre Najib et Nasser, ensuite entre Nasser et Amer. Et l'objet du conflit était entre Najib et Nasser, c'était la démocratie, parce que Najib appelait à l'avènement de la démocratie, mais Nasser était un despote et il était en conflit avec Amer qui était à la tête des forces armées. Et Nasser a pris les rênes du pouvoir en 1967, après la défaite de 1967. Et on a eu 3 présidents qui ont compté sur l'armée pour rester au pouvoir et sur également le soutien étranger, en particulier le soutien américain qui a toujours été là à renforcer les différents pouvoirs des chefs militaires égyptiens. Tout cela a eu un impact sur le rôle de l'institution militaire. On a réduit le budget de l'armée, mais on l'a autorisé à exercer une activité économique. Alors, il a commencé à exercer des activités économiques libérales. Quant aux droits de l'homme, donc ils n'ont jamais été sur l'agenda. Et quand les États-Unis accordaient 1,3 milliard, 1,3 milliard de dollars à l'armée égyptienne, on ne parlait jamais des droits de l'homme. Après janvier 2011, la situation a continué à évoluer de la même façon. Mais en janvier 2011, il y a eu une mobilisation populaire énorme. Mais les conditions que j'ai évoquées depuis le début n'étaient pas présentes. Il y a eu de la violence. L'armée a traité avec beaucoup de violence la population mobilisée. La lutte n'était pas pacifique pendant toutes ces étapes. Ensuite, les forces politiques se sont divisées et là, les frères musulmans se sont entendus avec les militaires et donc il y a eu différentes alliances avec les militaires pour se débarrasser de la concurrence et tout cela aboutit à faire avorter la révolution populaire égyptienne et le Conseil supérieur militaire a imposé sa carte de route en 2011 et en 2013 et il a consolidé son empire, d'autant plus qu'il a pu obtenir des milliards de la part des pays du Golfe et le soutien économique, financier américain, français, russe, allemand ont continué et les États-Unis ont conclu des contrats d'armement gigantesques avec l'armée égyptienne et il n'a jamais été question de promouvoir la démocratie ou de protéger les droits des droits humains. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a un feu rouge, qu'il y a une ligne rouge concernant la démocratie dans le monde arabe. Dans le monde arabe, malheureusement, la démocratie ne sert pas les intérêts
de certains régimes et de certaines puissances étrangères. والحكومة العسكرية اللي فيها أو الحكومة التسلطية تحصل على مليارات من الدولارات من قوة لا تريد الديمقراطية. Comment on peut parler de démocratie quand on voit des forces armées jouir d'aides énormes de la part de pays étrangers et qui ne réclament aucun respect des droits humains? En Égypte, il n'y a pas eu l'appareil militaire n'est pas unanime quant à l'orientation du pouvoir actuel. Il y a des généraux qui ne sont pas d'accord sur la façon dont le pays est géré. Et les forces armées, dans un pays comme l'Égypte, ne fonctionnent pas comme de la même façon dont fonctionnaient les régimes militaires en Amérique latine. C'est encore pire, et ce qui rend difficile la transition démocratique. Comment faire à l'intérieur? Moi, je pense que le Brésil, l'Argentine, le Chili, avant la transition démocratique, évoquaient la difficulté de cette transition. Rien, il n'y a pas des gènes arabes qui empêchent la transition démocratique. Il faut essayer d'éliminer les obstacles. Il faut pousser les courants politiques à se rallier et à mettre l'accent sur un objectif et non pas plusieurs objectifs. Il y a également l'économie qui entre en jeu en Égypte. Il y a aussi les eaux du Nil et d'autres questions qui peuvent faire autour desquelles les partis politiques peuvent faire l'unanimité ou les courants politiques faire l'unanimité pour faire avancer le pays. Et il y a beaucoup d'organismes internationaux qui demandent aux grandes puissances et à des gouvernements de ne plus utiliser toujours l'argument de la lutte contre le terrorisme pour museler leur population. Et récemment, le premier président élu démocratiquement en Égypte est mort à cause des mauvaises conditions dans lesquelles il a été emprisonné. Et les autorités égyptiennes n'ont pas été critiquées. Quand il y a une critique, c'est toujours une critique sélective qui ne vise pas toujours ceux qui violent les droits humains. L'Égypte est un pays très important et par conséquent dans le monde arabe et par conséquent cela rend la transition démocratique difficile, mais en fin de compte, tout est tributaire des forces intérieures. Je vous remercie. Qui peut oublier la fameuse phrase de Monsieur le Président Emmanuel Macron quand il recevait le général Sisi et quelqu'un lui a posé la question sur les droits de l'homme en Égypte. Il a répondu « Qui je suis pour donner des leçons à l'Égypte en ce qui concerne les droits de l'homme ?» Et une semaine après, il a donné une leçon à Erdogan en ce qui concerne les droits de l'homme. À juste titre, mais quand même, il fallait le faire aussi avec le général Sisi. On termine cette table ronde ou cette session avec Loulou Al-Rachid qui va nous parler, après l'autoritarisme, quelle autorité l'Irak comme modèle? À toi, Loulou. Merci Salam. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord aux organisateurs de me donner l'occasion de parler de l'Irak aujourd'hui. Alors, entre le moment où nous avons envoyé nos abstracts aux organisateurs et aujourd'hui, évidemment, l'Irak est tombé en révolution, ou
ou en tout cas à partir du début du mois d'octobre. Donc, ce qui m'oblige un peu à modifier un peu le titre et le contenu de ma présentation. Alors, pardon ? S'il vous plaît, les commentaires après. Alors, je dirais que surtout après avoir écouté mes collègues ce matin, je dirais que juste pour me rattacher à ce laboratoire en fait que cette journée essaye d'alimenter, qui s'articule autour de révolution arabe et sciences sociales. Je dirais que la question, le titre qui serait le mien aujourd'hui, ce serait de quoi l'Irak post-baathiste est-il le laboratoire politique ? De quel paradigme de changement ou de transformation politique l'Irak serait aujourd'hui l'arène et le laboratoire d'expérimentation. Alors, tout d'abord, un peu à titre de plaisanterie, je dirais que ça fait à peu près 20 ans que j'étudie la société irakienne, son champ de politique et ses multiples conflictualités. Je l'ai commencé dans le cadre d'une thèse. Et je pensais ne plus du tout m'occuper d'Irak après ma thèse. Mais je dirais que j'avais été malade tout au long de la recherche et de l'écriture de ma thèse. J'avais développé une maladie que j'avais à l'époque appelée un peu une hypothéoridite, en fait. C'est-à-dire que j'étais incapable de théoriser quoi que ce soit. Je me contentais d'être empirique, de collecter beaucoup d'éléments empiriques pour essayer en fait de fuir cette incapacité à monter en puissance théorique ou à monter en généralité, comme disait mon professeur et maître de l'époque, Jean Leca, qui me reprochait justement cette incapacité à monter en généralité. Je dirais que 20 ans ou 25 ans plus tard, j'en suis toujours au même point, même si je salue le fait que, par exemple, ce matin, Mohamed Mahmoud Walad Mohamedou a brillamment arpenté ce versant conceptuel. Je dirais que pour ma part, en fait, l'Irak m'a donné une leçon de modestie, en fait, en ce qui concerne les grandes théories explicatives. Je crois qu'il faut manipuler avec prudence et modération toutes les théories du changement politique dans le cas de l'Irak et au-delà dans le cas du monde arabe. Il faut surtout s'éloigner un peu de cette science politique américaine qui a longtemps été dominante, surtout son penchant pour la mathématisation en fait des configurations du pouvoir, des configurations et des rapports de pouvoir et cette mathématisation du champ social. Il faut revenir évidemment à l'histoire. Et effectivement, j'ai été beaucoup influencée par, même si je ne suis que politologue de formation, mais l'histoire et Henri Laurence en particulier m'ont toujours encouragée en fait à m'aventurer sur cette chasse gardée des historiens en fait, plutôt avec évidemment les complexes du politologue qui n'a aucune légitimité à parler d'histoire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que ma discipline méthodologique a été celle d'une discipline, ce que j'appelle une discipline du contexte. Il faut s'ancrer dans le contexte pour surmonter tous les travers des théories mécanistes, les travers de l'économisme ou encore le culturalisme. Alors, de quel contexte parle-t-on quand on essaye de comprendre et d'analyser, de fournir des clés de compréhension de ce qui se passe en Irak et ailleurs dans la région? Je dirais que le contexte, on part tout d'abord, et mon collègue Mohamed Mahmoud Walad Mohamedou l'a souligné ce matin, on part d'un contexte qui est marqué par un étatisme qui est aujourd'hui, en 2019, devenu obsolète, sclérosé. C'est un étatisme qui est hérité de l'autoritarisme postcolonial, en l'occurrence dans le cas de l'Irak, l'autoritarisme baathiste avec sa démesure, sa folie des grandeurs, son bureaucratisme tentaculaire et sa toute-puissance, en tout cas, ou sa volonté de quadriller totalement l'espace social. C'est un monde qui aujourd'hui cet étatisme n'est plus, cet étatisme a vécu, mais il persiste encore dans les mœurs, dans les manières de faire de la politique, il persiste dans les mindsets dont on a parlé ce matin des élites dirigeantes.
Le contexte est également, à mon sens, marqué par un monde de l'inégalité, de toutes sortes d'inégalités, d'inégalités sociales, d'inégalités dans l'accès à l'éducation, dans l'accès aux services publics de base. C'est un monde de l'inégalité et surtout, je dirais, du mépris pour les pauvres, du mépris pour les classes dominées. Et ce mépris est aggravé par, je dirais, depuis le début des années 2000, mais encore plus depuis, je dirais, dans le cas de l'Irak, depuis l'invasion américaine et le renversement du régime baathiste en 2003, marqué par une action prédatrice sans frein, une action prédatrice d'élite âpre au gain. Le contexte est également celui, et il faut le rappeler, il faut insister là-dessus, celui d'une explosion démographique dont les classes dirigeantes ne semblent pas se soucier. En Irak, ils vous tiennent encore aujourd'hui, quand vous rencontrez les principaux conseillers économiques du Premier ministre, ils tiennent encore aujourd'hui un discours extrêmement nataliste. Ils sont là encore marqués, imprégnés de cet étatisme baathiste qui favorisait la natalité, qui voyait dans le fait de disposer d'une population très nombreuse un atout de puissance militaire. Donc nous sommes dans un contexte d'explosion démographique qui s'accompagne naturellement d'une dégradation de tous les indicateurs de développement et surtout d'une dégradation de l'environnement. Il n'est pas anodin que les explosions de colère et les mouvements de protestation aient éclaté à plusieurs reprises dans la grande ville du sud de l'Irak qui est Bassora. Bassora souffre de la pénurie, souffre d'abord de la pollution laissée par toutes les guerres successives depuis le début des années 90, par les tonnes de bombes qui ont été déversées sur Bassora depuis la guerre Iran-Irak, puis l'invasion du Koweït et ensuite 2003. Donc Basra est une ville extrêmement polluée. L'eau de Bassora est empoisonnée. C'est ce qui, à l'été 2015, a provoqué l'empoisonnement de plus de 100 000 habitants et par conséquent une explosion de colère. C'est aussi les pénuries d'eau, le changement climatique, la disparition de l'agriculture. C'est aussi une violence environnementale qui s'exerce sur les gens. Le contexte aussi est marqué par une révolution technologique sans précédent. Alors inutile de revenir sur le smartphone et les réseaux sociaux, mais je crois qu'il est important d'intégrer cette dimension pour comprendre le Hirak aujourd'hui et surtout ses modalités. Et je dirais aussi le contexte est marqué par régionalement une contre-révolution autoritaire depuis 2011. Elle était orchestrée hier par les puissances, par les monarchies du Golfe. Elle l'est aujourd'hui par l'Iran et ses supplétifs miliciens dans l'ensemble du monde arabe. Ce contexte et je dirais que pour terminer aussi internationalement, ma collègue a parlé de l'attitude européenne vis-à-vis de ce qui se passe dans la région, mais je dirais qu'internationalement, nous sommes aujourd'hui dans une indifférence totale. Il n'y a plus cette communauté internationale qui protestait, ne serait-ce que du bout des lèvres, contre la répression déployée. Elle en appelle aujourd'hui seulement à la retenue des pouvoirs publics avec lesquels elle continue à traiter et à entretenir de bonnes relations pour éviter, là encore, ce que ma collègue a rappelé, le vide politique. Alors, où est-ce que ça nous amène, ce contexte, cette discipline du contexte? Quelles sont les outils? Quelle est notre boîte à outils? Je crois que cette discipline du contexte nous oblige à revenir sur l'histoire sociale. On en a parlé ce matin, mais je dirais que dans cette histoire sociale, pour moi, il y a un critère décisif qui est celui... Alors, évidemment, je ne l'ai pas inventé, je l'emprunte à Edward Thompson, qui lui-même l'emprunte à William Morris, et on s'inscrit dans toute l'historiographie de la formation de la classe ouvrière anglaise. Je dirais que le critère, pour moi, qui est important à comprendre, c'est le critère de la qualité de la vie quotidienne des gens dans la région. Je ne vous apprends rien, elle s'est fortement dégradée. Et ce critère de la qualité de la vie quotidienne, il faut le corréler à un autre critère, qui est celui de ce que les anglo-saxons appellent agency, la disposition des acteurs, les dispositions à l'action et les capacités d'agir des individus dans une situation donnée. Il ne faut pas perdre cela de vue. Cela nous pousse, en fait, si on accepte que les acteurs ne sont pas démunis, ne sont pas impuissants, cela nous pousse à interroger la diversité des pratiques et des univers sociaux,
les modes de résistance politique que ces sociétés sont capables de produire, les modes de solidarité également que les dominés opposent aux dominants. Et ces pratiques et ces univers ne sont pas figés, loin de là. Ils se transforment sous l'effet de l'action spontanée et de l'expérience. Et par ailleurs, je dirais, là c'est juste une petite pique à mon camarade Stéphane que j'ai un peu taquiné ce matin, je dirais qu'il ne faut pas oublier que les idéologies, aucune idéologie, fût-elle islamiste, n'est intégralement absorbée par ses adeptes, mais qu'elle se transforme dans la pratique de mille et une façons. Donc si on est d'accord à peu près sur ce, je dirais aussi pour conclure que nous autres chercheurs, nous souffrons d'une fatigue. Nous attendons le changement politique dans la région depuis longtemps. Il tarde à se matérialiser, mais je dirais qu'il ne faut pas sombrer dans le cynisme de la force brute, même si Azmi Bchara, ce matin, nous a rappelé, avec raison, que la force est toujours payante, que la répression est payante. Je pense qu'il ne... Nonobstant cette dimension-là, il ne faut pas verser dans le paradigme des causes perdues. On ne doit pas juger de la légitimité des actions des groupes sociaux, des actions humaines, à la lumière de l'évolution ultérieure ou du résultat souhaité. Jean-François Bayard a parlé de chronotope. Il faut garder en tête le facteur temps, les temporalités propres à chaque société, propres à chaque mobilisation. Et enfin, je dirais aussi qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer les Arabes, pour paraphraser Sartre, qui ne voulait pas désespérer Boulogne-Billancourt. Il faut ressaisir et savoir détecter dans les mobilisations actuelles l'être politique, l'agir en commun dans le temps de groupes sociaux, le poids du collectif contre l'exploitation et contre la domination. Et ce qui est recherché dans la mobilisation actuelle en Irak, me semble-t-il, c'est non pas la démocratie en tant que telle ou la démocratie telle que nous la connaissons ici, mais je dirais surtout un nouveau monde moral, des formes de communautés nationales différentes et d'autres possibilités d'institutions de la société moderne. Dignité, le mot a été répété ce matin, c'est extrêmement important. Je donne un exemple dans cette métaphysique du soulèvement. En Irak, par exemple, la place Tahrir à Bagdad est l'épicentre de la mobilisation et du soulèvement contre le pouvoir. Il y a un bâtiment qui a été aujourd'hui occupé par les manifestants, qui est un bâtiment qui est une ancienne ruine d'un restaurant, enfin d'un centre commercial ou d'un hôtel avec un restaurant panoramique sur le toit qui s'appelle le restaurant turc. Donc ce bâtiment était appelé le restaurant turc. Aujourd'hui, ce bâtiment qui a été bombardé à plusieurs reprises, il a été bombardé en 90 par l'armée américaine au moment de l'invasion du Koweït. Il a été encore de nouveau bombardé en 2003 au moment de l'invasion américaine. Bref, c'est un vestige qui est un peu qui symbolise un peu toutes ces blessures et toutes ces guerres irakiennes. Il est devenu aujourd'hui le quartier général des révolutionnaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les révolutionnaires qui l'occupent, qui squattent les 14 étages du bâtiment et qui est un bâtiment où il n'y a pas de garde-corps, donc ils sont tous assis dans le vide avec les pieds ballants. Comment est-ce que les révolutionnaires parlent de ce bâtiment qui est devenu le QG? Alors, il était important pour eux de l'occuper parce qu'en 2011, au moment où il y a eu un début de printemps arabe en Irak, c'est le bâtiment que les forces anti-émeutes et les forces des agents de la répression avaient occupé pour tirer sur la foule, puisqu'ils surplombent la place Tahrir. Certains, aujourd'hui en Irak, les manifestants l'appellent Jabal Uhud, la montagne Uhud, en se rattachant à la géographie islamique, avec donc cette montagne Jabal Uhud qui a été... où se sont réfugiés les premiers musulmans face aux mécréants. Alors, là, on voit que dans le fait de l'appeler comme ça, les révolutionnaires se rattachent en fait à un fond islamique qui est incontournable dans l'imaginaire collectif et dans les registres de mobilisation collective. Alors, d'autres révolutionnaires passent leur temps à faire des vidéos sur YouTube et à appeler ce bâtiment, puisqu'il y a des grappes humaines qui sont assises aux 14 étages de ce bâtiment, ils l'appellent les jardins suspendus de Babel, al-Hada'iq al-Mu'allaqa. Et là, c'est encore un autre répertoire qu'on mobilise, celui de Babylone, celui de la Mésopotamie. Et là,
je dirais qu'on retrouve un peu les deux pulsions de l'étatisme baathiste, qui tantôt se rattachait à Qadisiyat Saddam et l'islam, tantôt mobilisait le passé mésopotamien, l'Irak qui est le produit de 7000 ans de civilisation. Donc on n'en est toujours pas sorti finalement. Et je dirais qu'il y a une toute petite minorité qui poste qui fait de la provoque et qui poste des vidéos, et ils se réfèrent en fait à ce bâtiment un peu comme la forteresse, comme une forteresse bolchevique, en fait, en appelant ça, c'est le QG de Thawrat October. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot October n'existe pas en arabe irakien, on appelle ça, enfin, je dirais le mot, mais c'est une façon pour eux de se rattacher à l'héritage communiste, au fait qu'effectivement, en Irak, le Parti communiste, depuis les années, à partir des années fin des années 30, début des années 40, était quand même le parti communiste le plus puissant du monde arabe. Donc on retrouve ces trois imaginaires collectifs du soulèvement. Ils ne sont pas nécessairement incompatibles, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. En tout cas, aujourd'hui, il y a cet être collectif, ce poids du collectif, cette mobilisation et cette convergence face à un pouvoir rejeté en bloc. Alors, je dirais que pour revenir un peu juste sur 2011, je crois que cette première vague de mobilisation avait donné l'impulsion. Le statu quo ne pouvait plus se maintenir comme seul horizon politique. Et elle avait été écrasée par une contre-révolution autoritaire qui a clairement démontré les limites de la protestation pacifique, de la protestation sans idéologie ou idéologique, même si, à mon sens, elle était plus ou moins d'inspiration libérale. Entre guillemets. Les islamistes n'y avaient pas pris part au départ, et les grandes idéologies du passé que l'Irak avait connues, le socialisme, le nationalisme arabe, étaient devenues totalement discréditées et rejetées. Alors, à l'époque, les régimes... oui, il me reste 3 minutes dans mon truc, mais bon, bref. En tout cas, je dirais que il y a aujourd'hui une intégration des griefs et des revendications populaires en Irak, et cette intégration des griefs reconstitue l'unité nationale autour d'un certain nombre autour d'un rejet total du système politique mis en place en 2003 par les Américains. Alors, il y a une volonté certainement d'occuper l'espace public, de retrouver une visibilité, une dignité. Et je dirais que dans ce qui me frappe, c'est un peu les modalités. Comment faire la révolution aujourd'hui? Comment se fait la révolution? Quand on compare aussi avec le Liban, on retrouve ce que j'appelle le crowdsourcing, en fait, ou ce que j'appelle la production participative de la révolution. En fait, le crowdsourcing est un concept que j'emprunte aux sciences de gestion, qui est en fait une façon d'externaliser la production à la foule. C'est Wikipédia, par exemple, qui demande à ses usagers d'enrichir la base de données. En fait, c'est l'approvisionnement par la foule ou par un grand nombre de personnes de la production. Alors ici, on est dans la production du changement politique. C'est-à-dire qu'on est dans un changement politique qui n'a pas de centre de production unifié, qui est décentralisé, qui est online, qui est en ligne, virtuel, et il n'a surtout pas, pour détecter une rupture avec le passé, il n'y a plus de centre de commandement de la révolution, il n'y a pas d'avant-garde éclairée ou combattante, il n'y en a plus, il n'y a pas de parti politique, pas de confrérie, il n'y a pas d'utopie djihadiste, il n'y a pas d'autre messianisme, il y a la révolution où le changement politique est désormais envisagé comme une collaboration de masse, d'où la solidarité, d'où la dimension carnavalesque, d'où l'héroïsme des conducteurs de tuk-tuk qui approvisionnent les insurgés ou les révolutionnaires de la place Tahrir en eau et en nourriture et qui évacuent les blessés. Donc cette révolution participative ou collaborative ou crowdsourced est pour moi facilitée évidemment par les nouvelles technologies de communication et d'information. Et ce sont ces nouvelles technologies qui permettent de mettre en relation un grand nombre d'acteurs hétérogènes et dispersés. Alors, l'Irak avait connu, avant le crowdsourcing, avait connu l'externalisation, c'est-à-dire que le changement politique en 2003 avait été externalisé, c'était le produit d'une invasion
militaire américaine et non pas le produit d'une société. En tout cas, pour moi, c'est la fin de l'exclusivisme, c'est la fin de la politique considérée comme un domaine réservé à une élite ou à des professionnels de la politique. Le modèle de la révolution par le haut a vécu dans le monde arabe. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qu'il convient de souligner. Cette révolution par le haut avait produit l'État autoritaire post-colonial. Elle est aujourd'hui totalement congédiée. La jeunesse se soulève aujourd'hui non pas contre un État en Irak, elle ne se soulève pas contre un État policier, mais contre un État corrompu et contre une démocratie qui ne représente plus que des factions politiques rivales et les intérêts de leurs sponsors régionaux. Il est important de garder en tête un chiffre, 60% de la population irakienne a moins de 25 ans. Ces moins de 25 ans sont à plus de 40% au chômage. La moitié des écoliers du primaire sortent du système en Irak et n'atteignent jamais le secondaire. Pour l'ensemble de l'Irak, hors Kurdistan, il n'y a que 7500 écoles dans tout le pays. Donc on est dans un phénomène de déscolarisation massive. Et les héros et les acteurs principaux de cette révolution et de cette mobilisation en Irak sont des adolescents. Quand on regarde les 400 000 morts de victimes de la répression, la plupart d'entre eux n'ont pas 20 ans encore. Je crois que la tranche d'âge la plus représentée dans les victimes, c'est 17, 18, 19 ans. En fait, ce sont eux principalement les victimes de la répression. Si je peux juste me permettre, puisque l'autoritarisme, après l'autoritarisme, quelle autorité ? Je dirais que l'autorité, il y a un problème d'autorité en Irak aujourd'hui, et il y a un slogan qui est important à retenir, que les manifestants ont scandé, ça consiste à dire « la mama, l'arga, la afandi ». Donc ils sont en train de rejeter 3 types d'autorité. L'armama, c'est le turban des religieux qu'ils rejettent. L'argal, c'est l'anneau, le shmar, en fait, que portent les chefs tribaux. Donc, ils ne veulent pas d'autorité tribale, ils ne veulent pas d'autorité religieuse, ils ne veulent pas d'autorité tribale. Et le Afandi, qui est l'Afandi ? C'est l'apparatchik des partis politiques islamistes ou pas. Ils ne veulent plus de ces 3 types d'autorité, donc ni autorité religieuse, ni tribale, ni partisane. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à retenir. Alors, le régime, mis en place depuis 2003, je dirais qu'il a gouverné dans la violence. Et là, j'emprunte à Jacobo Grajales et à son livre sur la Colombie. C'est un jeu politique en Irak depuis 2003 qui est hybride. Il est basé à la fois sur l'usage des armes et sur la violence et sur la démocratie électorale, les scrutins, la vie parlementaire, une dose de pluralisme et de liberté de la presse. Mais fondamentalement, ce régime se fonde sur la promotion et la cooptation des professionnels de la violence. Deuxième élément qui est important, c'est un régime qui pratique ce qu'on appelle la gouvernementalité par la décharge. Il se débarrasse de la plupart de ses prérogatives et les transfère, les délègue à un certain nombre d'acteurs non étatiques, dont le statut est ambigu. Ça peut être des milices qui ont un pied dans l'appareil étatique et un pied dans la rue. Et enfin, je dirais que ce qui caractérise pour moi le régime post-2003, c'est ce que certains ont appelé « the politics of greed », la politique de la cupidité. Nous avons une classe politique dont le seul but, dont la seule raison d'être, islamiste ou pas, toute tendance confondue, toute idéologie confondue, toute confession confondue, sa seule raison d'être, c'est l'enrichissement personnel. Et je crois que ce sont ces 3 modalités de gouvernance qui expliquent l'explosion de colère que l'on voit en Irak depuis le début du mois d'octobre. J'avais encore plein de choses à dire, mais j'ai déjà dépassé de 3 minutes et je vous demande de m'en excuser. Merci beaucoup.